Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productive You. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec un invité que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir il y a quelques mois. Il s'agit de Robert Stahl. Bonjour Robert. Bonjour Priscille. Alors, si vous vous souvenez, Robert était venu nous présenter son livre Je reprends ma vie en main, que je recommande chaudement. Vous voyez, moi j'ai mis des petits stickers partout là. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Robert, en fait, on va reprendre certains aspects de ce livre, aller un petit peu plus en profondeur, dans certains aspects, puisque la dernière fois, on avait fait plus la globalité, du manuel et donc Robert, je te laisse, dans un premier temps déjà nous repréciser un petit peu qui tu es, pour les personnes qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, et puis en plus, on attaque. Voilà. Oui, donc je suis de culture ingénieur, mais je suis aussi ouvert à d'autres dimensions puisque j'ai une formation de gestalt praticien, une formation de coach. Et aujourd'hui, mon activité, c'est de la supervision de coach, mais aussi du coaching. Pour moi, on ne peut pas faire de supervision si on n'a pas aussi quelques clients en coaching et pouvoir être dans une sorte de parité avec les personnes qu'on accompagne. Et puis, je suis aussi auteur et donc j'ai écrit plusieurs livres et je pense Mmh. que le livre que tu viens de montrer est un peu la synthèse de tout ce que j'ai pu écrire de façon professionnelle. Il y a certainement, s'il y avait une réédition, il y aurait peut-être quelques rajouts, mais pas forcément grand-chose, de plus de 40 ans d'accompagnement, puisqu'en fait, Mmh. j'accompagne des gens depuis le début de ma vie professionnelle. Très bien. Et, et puis, je peux peut-être juste te dire que ce qui m'a amené à changer un peu l'orientation du livre pour qu'il soit vraiment tout public, c'est quand, alors qu'il était déjà bien avancé, j'ai visité dans mes déplacements, je me suis passé dans la région lilloise et je suis rentré au Furet du Nord, qui est une très très grande librairie. Je ne sais pas si c'est la plus grande librairie de France, mais ça doit pas être de la 3 premières plus grandes. Et j'ai été fasciné de voir que sur 7 étages, il y avait un étage complet qui était consacré au développement personnel et avec vraiment de tout, de tout, de tout. Et je me suis dit, tiens, mais ce qui manque, c'est un truc très opérationnel et très pratique. Pratique, on prend le truc et Mmh. on avance directement. Et c'est un peu donc ce que j'ai mis dans ce livre, c'est ce qu'on rencontre en fait dans 80% ou 90% des demandes de nos clients en coaching, Mmh. qui est voilà, je suis débordé, je m'en sors pas, je travaille comme un dingue, mon patron ne m'écoute pas, Mmh. voilà, je sais pas comment piloter mon équipe, que sais-je. Et la plupart du temps en coaching, ça se termine, les gens reprennent en fait leur vie en main, leur vie Tout à fait. professionnelle Mmh. et terminent en disant: «Bah oui, en fait, mon patron, il est un peu compliqué, mais maintenant, 90 des décisions, c'est moi qui les prends. Je ne bosse plus comme un dingue», voilà, c'est Mmh. des Mmh. choses de ce genre-là. Donc c'est j'ai souhaité mettre tout ça, mais vraiment accessible pour tout public. Ça peut être un médecin, un dentiste, un professeur, tout Mmh. métier, Mmh. Mmh. voire même un retraité. Oui, parce que moi, je connais plein de retraités qui sont tous archi débordés, hein. Je ne sais pas ce qu'ils Voilà, font, mais voilà, moins on travaille et plus on est débordés. voilà, voilà. OK, alors on va reprendre donc, je reprends ma vie en main et donc tu as souhaité faire le focus sur certaines parties, donc je te laisse, démarrer, et nous présenter ce que tu vas nous développer aujourd'hui. Alors, peut la première notion que je trouve importante d'aborder et qui est abordée aussi dans le livre, même en termes d'approche elle-même du livre, c'est, alors ce on on appelle ça dans notre jargon de coach, la règle des 3 P, protection, permission, puissance. Mmh. Et qui est, alors ça paraît jargonneux, mais en fait, c'est une notion très, très, très importante. C'est, quand on commence un travail, avec quelqu'un ou avec une équipe, de commencer par dire: «Bah, quelles sont les règles du jeu qu'on va s'engager à respecter, entre nous?» Oui. Voilà.
et la plupart du temps, les gens zappent ce temps-là parce qu'ils considèrent que c'est implicite. Voilà, bon, bah, bien sûr, on va se faire confiance. Bah, c'est pas si évident que ça. Voilà. Heu, voilà, donc c'est vraiment prendre un temps, donc d'une part pour expliciter quelles sont les règles du jeu qu'on va respecter entre nous et voire même, comment dire? Vérifier que, il n'y a pas que nous qui émettons des règles du jeu. L'autre, Mmh. si on est en équipe, pour moi, c'est plutôt l'équipe qui va émettre les règles du jeu. Moi, je vais en mettre une ou 2. S'il y a quelque chose d'oublié, je dis: «Tiens, c'est bizarre, ils ont oublié de parler de ça». Mais des règles du jeu qui viennent des participants ou de la Oui. personne avec qui je travaille si je suis en binôme. Mmh. Et je m'étais pas aperçu au début de mon métier, de coach, de l'importance de ça et c'est un de mes plusieurs participants qui m'ont dit après, parce que je faisais surtout du coaching d'équipe et plusieurs personnes m'ont dit, dans plusieurs équipes différentes à la fin du deuxième jour: «Robert, je voulais juste te dire, on a passé 3/4 d'heure, la première journée, en tout début, à poser les règles du jeu et tu pourrais penser que ça fait un peu long». Voilà. Bah, pas du tout et Mmh. d'autant plus que ce qu'on regarde au bout de 2 jours, c'est qu'on n'aurait jamais atteint le résultat qu'on a atteint si on n'avait pas posé ce temps qui Mmh. fait on s'est senti en sécurité pendant les 2 jours, voilà. Ouais. Donc ces règles du jeu, bah, je vais donner deux trois petits exemples. Quand j'accompagne quelqu'un, je lui dis: «C'est peut-être pas forcément indispensable que vous partagiez le travail que vous allez faire avec moi, avec votre conjoint». Enfin, en tous les cas, pas tout de suite. Mmh. Parce que moi, c'est vous que j'ai dans mon cabinet ou si je suis en train de travailler avec une équipe, voilà, c'est vous que voilà. Heu, Pas forcément protégeons un peu cet espace. Si à un moment donné, vous voyez qu'il y a du frottement, vous dites: «Tiens, mais moi j'irais bien, je sais pas, à l'autre bout du monde et puis, ben, mon conjoint, il est bien installé, et il va certainement pas vouloir bouger. À ce moment-là, ben, on va le mettre aussi dans notre champ de travail pour regarder, voilà, si c'est l'Argentine, bah, comment on pourrait mettre un peu d'Argentine en restant en France? Mmh mh. Ou, voilà, quels sont on va travailler la question, comment vous allez communiquer avec votre conjoint pour évoquer le sujet? Donc ça permet du coup de dire à la personne, voilà, ben, c'est votre espace, c'est pas l'espace du couple, et ça n'empêche pas qu'à un moment donné, le couple pourra peut-être s'y inviter. Mmh. Et c'est pareil au niveau voilà, quand on travaille en équipe, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de dire: «Écoutez, on va peut-être pas tout de suite communiquer avec le conseil d'administration de votre association, parce que ce que vous avez sorti aujourd'hui, vous l'avez pas travaillé vraiment. Donc Mmh. bon, vous allez essayer de le confronter, voilà. Rendez-vous dans un mois, vous aurez avancé sur le sujet et puis un mois après, dire: «Ah maintenant, est ce que vous proposez». Voilà, si Mmh. votre président vous dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?», vous n'allez pas baisser les bras tout de suite, vous allez réellement pouvoir argumenter. Donc Mmh. ce travail de protection, c'est un travail aussi que doit faire chaque personne qui est en responsabilité d'équipe, Est-ce heu que si je peux me permettre de faire une petite, parallèle? Parce que moi, quand je fais la formation des managers, notamment sur la gestion des équipes, je parle de la première étape en gestion d'équipe, c'est de créer l'accord d'équipe. C'est-à-dire de décider avec l'équipe de comment on va travailler, comment on va se parler, des moyens de communication qu'on va utiliser, pour traiter les urgences, de mieux faire connaissance, quelles sont les compétences qu'il y a, voilà. Donc c'est avec un tableau, d'ailleurs je propose un petit espèce de canevas où on peut traiter de tout un tas de choses. Est-ce que ça peut se rapprocher de ça, de cette notion de alors ce que tu dis permission? est peut-être complémentaire et que je verrais Ouais, plutôt dans un deuxième temps. d'accord. C'est plutôt comment on va créer un espace de confiance entre nous. D'accord, OK. Qu'est-ce qu'on partage pas? Moi, par Mmh. exemple, ça m'arrive de dire, dans les règles du jeu, on n'est pas obligé de tout comprendre tout de suite. Mmh. Voilà. Ou on peut dire, ben, voilà, on est à une vingtaine, je vous invite à privilégier des interventions courtes. Si vous D'accord. parlez pendant 10 minutes, bah, ça laisse pas beaucoup de temps pour les 19 autres. Voilà. Mmh. Donc, OK. heu, ça va être, bon, est-ce qu'il y a quel est est-ce qu'il y a de la confidentialité? Bah oui, tant qu'on n'a pas décidé ensemble, tant qu'une décision n'est pas prise, Mmh. on la discussion reste confidentielle et en tous les cas, on n'est pas, sous une caméra
de toutes les personnes concernées qui diraient: Mmh. «Ah, il a dit une bêtise au bout de 23 minutes», voilà, donc qu'on puisse bon oui, il a dit une bêtise, mais c'est pas grave, hein, parce que ça reste entre nous et que et voilà, donc c'est vraiment se donner donner le maximum de liberté de parole et de liberté de partager et d'un moment donné, voilà. Alors effectivement, dans un deuxième temps, il y a, après ce que j'appelle moi plutôt les règles de décision et de dire en fonction des sujets, est-ce qu'on va travailler, plutôt à l'unanimité, ce qui à mon avis est quelque chose de très dangereux, parce que ça veut dire que ça donne droit de veto à tout le monde. On voit bien à l'Europe qu'on n'arrive pas à avancer parce que chaque pays a un droit de veto. Il y a même, je crois la Belgique, où chaque région a un droit de veto sur la parole de la Belgique, donc ce qui fait que ça fait, il y a 5 fois Mmh. plus de possibilités qu'un truc se bloque encore. Voilà, donc est-ce qu'on va réfléchir par consensus? Est-ce qu'on va, voilà, moi je me rappelle sur des sujets importants, à un moment donné, parce que j'étais directeur d'une école d'ingénieurs et à un moment donné, il y avait un problème d'exclusion possible d'un élève parce qu'il avait fait une faute grave. Et moi, j'avais dit, moi, si on décide de quelque chose, ça sera, on était à 9 autour de la table, ça sera pas à 5 contre 4. Il faudra que ce soit au moins à 6 contre 3 ou 7 contre 2. Et puis, même chose, bon, une fois qu'on aura décidé, on considérera que tout le monde a voté ça. On ne dira pas, Mmh. ah, j'ai pas voté, ou enfin, voilà, on sera solidaire de la décision Mmh. qui aura été prise par la collectivité, parce que voilà, il faut pas qu'on paraisse fragile dans notre, dans nos décisions. Voilà. Mais ça, c'est à mon avis un deuxième temps, c'est ce que j'appelle les règles de décision. OK, très bien, Voilà. ça marche. Alors, quelle autre chose voudrais-tu nous parler aujourd'hui? Alors, si j'ai parlé des règles de protection et de permission, ça intervient dans une relation à 2, ça intervient aussi dans un travail d'équipe, de groupe, ça intervient pour moi en début de formation aussi. Voilà. Heu, la deuxième que j'ai envie d'évoquer, c'est quelque chose plutôt sur le collectif. Et sur lequel je crois que j'ai essayé de faire une synthèse assez poussée et assez condensée dans le livre qui pour que ce soit directement opérationnel et que ce soit pas du baratin, c'est ce que j'appelle les rôles en réunion. Oui. Voilà, donc d'expérience, je peux partager, je fais du coaching depuis 2005, donc ça fait presque 20 ans. Heu, Toutes les personnes que j'ai accompagnées qui étaient pris par des réunions, il y avait au moins la moitié des réunions qui ne servaient à rien. Oui et encore je crois que tu Voilà, cin bon, mais 50 c'est même faible à mon avis, mais bon. voilà, bon, donc voilà et puis, bah, l'autre moitié, c'est souvent des réunions qui sont pas très efficaces et donc tout le travail, c'est de se dire: Mmh. «Est-ce que, on peut travailler à l'efficacité de ces réunions?» Alors il y a un outil, que je trouve assez magique, alors qui résout pas tout, mais qui permet vraiment d'avancer, dans cette intelligence que j'appelle moi de l'intelligence collective dans une réunion. C'est souvent quand on organise une réunion, bah, si moi je suis l'organisateur de cette réunion, je vais l'animer, ça me paraît naturel. Bon, je vais cadencer le temps, OK, on passera, voilà. Éventuellement, je vais prendre des notes pour être sûr que le compte rendu soit conforme et puis, voilà et donc en fait, je me charge d'un Mmh. certain nombre de choses. Or, tous ces sujets-là, on peut les déléguer et donc c'est ce qu'on appelle le principe des réunions déléguées, qui n'est possible que si le responsable de la réunion est d'accord pour les déléguer et pour lui dire: «Beh, est-ce que vous êtes d'accord pour déléguer l'animation à un de vos collaborateurs?» Donc ce sera à lui de faciliter la parole, c'est un travail de facilitateur, ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide, c'est juste il vérifie que la réunion se passe bien. Il peut peut-être être aidé par quelqu'un qui sera un deuxième participant qui va s'occuper du temps, Mmh. donc soit pour cadencer, soit pour donner du rythme, soit pour dire: «Mais tiens, sur ce sujet-là, on passe combien de temps?» Donc il va intervenir au début de la réunion pour dire: «Tiens, on a 5 sujets, comment on se répartit notre temps, pour finir la réunion à l'heure?» Alors qu'est-ce que j'ai dit? On finit une réunion à l'heure, mais c'est pas possible. Bah si, moi en l'occurrence, si j'ai décidé d'une réunion de 2 heures, elle dure 2 heures. Voilà, Mmh. enfin d'ailleurs Mmh. si elle dure 1 heure et demie, c'est encore mieux, mais Ouais. a priori on va tenir les délais parce que de toute façon moi j'ai autre chose à faire.
Donc voilà, il y a quelqu'un qui va s'occuper du temps. Il y a un troisième qui peut s'occuper du compte rendu et donc du coup, ça peut être d'ailleurs un travail à faire pour dire est-ce qu'on a besoin de faire tout un compte rendu ou juste simplement quelles sont les 3 décisions qu'on a prises dans cette réunion, ou 5 décisions, voilà. On peut se faire aider maintenant par une intelligence artificielle, semble-t-il, j'ai Oui, découvert tout tout à à l'heure fait. en discutant avec toi. Voilà et donc le quatrième rôle qui est le plus difficile, mais qu'on peut de nouveau aussi déléguer, enfin qui est même, souvent un rôle qui est sous-estimé, parce que justement on pense que c'est le responsable de la réunion qui doit le faire, alors que si c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est plus pertinent. C'est le rôle de méta, donc c'est-à-dire quelqu'un qui métacommunique sur comment s'est déroulée la comment se déroule la réunion. Alors, je peux donner un exemple. Moi, dans la première fois où j'ai utilisé ces rôles en réunion avec l'équipe que je dirigeais, donc de l'école d'ingénieurs, c'était une réunion de 2 heures et au bout d'une heure, on donne donc la parole au méta. Et le méta dit je vous informe, vous n'en êtes pas rendu compte, mais Gilles n'a pas prononcé un mot depuis une heure. Alors, moi, je fais un peu la tête intérieurement. Je dis: «Bon, je viens de promouvoir, Gilles, il est là depuis 3 mois, dans ce conseil de direction, et je me suis même pas aperçu que je lui donnais pas la parole. C'est pas Oui, terrible ça, je lui fais pas non. forcément beaucoup confiance». Mon adjoint, même chose, probablement se pose la même question. Ses autres collègues disent: «Ah mince, j'avais pas vu qu'il parlait pas». Gilles doit se dire, j'imagine, à l'intérieur de lui: «Dame Ned, ils se sont aperçus que j'étais un peu timide», voilà. Ma sieste est finie. Voilà. Mais donc du coup, la deuxième partie de la réunion se passe un peu différemment, voilà. Donc Mmh, c'est le mmh. fait que le méta puisse pointer, ou dire à l'inverse: «Tiens, voilà, on avait décidé qu'on parlerait 10 minutes de ce sujet-là. On a tenu les 10 minutes, et je trouve que, la manière dont on s'y est pris, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut reproduire ça pour le prochain sujet qu'on va démarrer?» Voilà. Mmh. Donc le méta est un rôle très, très important et ce que je suggère aussi, c'est que ces rôles tournent. C'est-à-dire que, si on a 12 réunions dans l'année, ben, chacun tourne, une fois il est animateur, une fois il est gestionnaire du temps, une fois il est pousse décision et une fois il est méta et puis bon, sachant que, dans toutes les réunions, il est aussi participant. Et le dernier rôle du coup, mais qui lui ne peut pas être délégué, c'est le rôle de décisionnaire. Mmh. Et dans mon expérience, je me rappelle même chose dans le même conseil de direction, quelques mois plus tard, je m'aperçois que ça tournait en rond et puis à un moment donné, je dis: «Mais oui, mais c'est, normal que ça tourne en rond parce qu'il y a une décision que j'ai prise et qu'ils ne sont pas au courant». Donc j'ai Mmh. levé le doigt, j'ai dit: «Écoutez, voilà, j'ai juste, vous tournez en rond, mais en fait, il y a une décision que j'ai prise et j'ai pas communiqué avec vous et elle va pas faire vous allez tous être d'accord parce que c'est évident qu'il faut faire ça. J'ai pris telle décision» et je me suis tu et de nouveau la réunion a poursuivi, mais elle a arrêté de tourner en rond, Mmh. puisque moi Mmh. j'étais conscient de ma place de décisionnaire quoi, d'une certaine manière. Voilà, donc moi je pousse beaucoup les gens à utiliser ces rôles qui Mmh. font que, on devient, enfin et au fur et à mesure, les rôles deviennent très les réunions deviennent très puissantes. Alors, je voulais revenir sur le rôle du méta et puis tu as parlé de la petite intelligence artificielle que j'utilise donc pour, prendre des notes pendant mes réunions et et je vois ils ont installé ça quand même un petit peu puisque tu sais, tout à l'heure, je te disais qu'on voyait le pourcentage de temps de parole de chacun des participants à la fin de la réunion et en plus tu as, et je pense que ça peut venir aussi d'une position méta, c'est aussi je sais pas comment c'est, l'ambiance, tu sais, si c'est plutôt neutre, plutôt agressif, plutôt détendu, plutôt, voilà. Et il y a aussi ça qui ressort des «statistiques» entre guillemets que nous remonte, l'intelligence artificielle en D'accord. fonction des mots utilisés, du ton de la voix et etc. Donc c'est une petite position méta, on pourrait dire, un petit peu. Alors ce Même qui est en si tous pour les le cas coup, c'est appris a après la réunion qu'on a les informations, mais ça peut nous aider pour la suite. Ce qui est en tous les cas pour moi le plus intéressant, c'est quand les rôles tournent, Oui. bon certains vont se dire: «Je suis pas bon animateur», mais du coup ils peuvent apprendre en regardant comment les autres s'y prennent pour animer et même Mmh. chose, s'ils sont pas forcément très bons animateurs, ils peuvent être très bons pousse-décision ou voilà, donc et en même temps donc ça veut dire que ça fait, mettre en valeur les talents des uns et des Oui. autres et s'enrichir des talents des uns et des autres. C'est-à-dire: «Ah tiens, il s'y prend comme ça, Mmh. c'est pas mal comme idée, j'y aurais pas pensé».
et donc ben, moi je vais aussi, je vais faire comme il fait parce que je trouve que c'est intéressant, voilà. Ouais. Donc c'est l'équipe monte en compétences, voilà. Exactement et là où je te rejoins et je vais reprendre encore une fois, mais mon exemple de tout à l'heure, quand je suis en formation, j'ai beaucoup de managers, moi, en formation qui me disent: «Oh alors là, les réunions d'équipe, les gens s'ennuient», surtout que maintenant on a quand même beaucoup de réunions à distance, hein, c'est de plus en plus commun. Les gens s'ennuient, on voit bien, ils participent pas, je pose des questions à mon équipe, ça n'avance pas, gna gna gna, personne participe et donc ma suggestion, hein, elle te rejoint complètement, moi, c'est de dire: «Je définis des rôles et je fais tourner». C'est-à-dire que, Mmh. déjà, moi, je suggère qu'au niveau de l'agenda, il y a une partie qui vient du manager, des choses qui doivent être traitées, par exemple, dans la réunion hebdomadaire ou je sais pas, enfin, de l'équipe en fonction de la fréquence qu'on définit, et puis d'autres sujets qui sont ouverts au reste de l'équipe. Voilà, quels sont les sujets que vous souhaitez voir traités? Et puis de demander ensuite à chacun, bah, d'aller présenter sa partie. C'est-à-dire que c'est pas le manager qui fait, son show, pendant 1 heure ou 2 heures, tous les lundis, mais c'est, un sujet, ça va tourner dans l'équipe, chacun va animer sa partie, donc forcément on est déjà beaucoup plus participatif quand, hein, on sait qu'on va soi-même, passer un peu, devoir animer. Les prises de notes, effectivement, je suggère aussi de la déléguer. Le timekeeper, bien évidemment, heu et on se rend compte comme ça que, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus participatif puisque chacun, à tour de rôle, se rend bien compte que quand on a en face de soi des gens qui réagissent pas, qui ont éteint la caméra ou que machin, c'est quand même pas agréable et du coup, il commence à se dire: «Ah oui, mais bon, c'est pas sympa quand je suis de l'autre côté, donc autant que je me mette à être plus participatif, à allumer ma caméra, à être beaucoup plus dans l'action» et on se rend compte que ça va beaucoup plus vite, les réunions, elles prennent beaucoup moins de temps, elles sont beaucoup plus efficaces, on a mis un plan d'action, on le suit et cetera et cetera et je te rejoins complètement et là, ça change complètement l'allure de la réunion. On n'est plus dans un espèce de monologue, on n'est plus dans quelque chose qui va déborder, on est comme dans quelque chose de beaucoup plus proactif qui peut être beaucoup plus court, beaucoup plus efficace et les gens ne sortent plus en disant: «J'ai encore perdu 2 heures». Voilà. Alors moi, je pousse un peu le bouchon encore un peu plus loin, parce que je trouve que c'est intéressant de dire, je réunis mon équipe et on va dire: «De quoi parlerons-nous quand Oui. nous réunirons les prochaines Mmh. fois?» C'est-à-dire Mmh. que quels sont les sujets? C'est Voilà, ça, et j'ai oui. un Mmh. exemple très concret où c'est un coaching d'équipe que j'avais fait et à la fin du coaching, il y a un participant qui lève le doigt et dit: «Robert, on a fait un super boulot, mais tu ne te rends pas compte, nous arrivons lundi matin à 8h30 avec une belle énergie, on démarre une réunion qui est impossible et à 9h15, on n'a plus d'énergie. Et donc, ce qu'on vient de faire avec toi, ça va servir à rien». Donc je me suis tourné vers le directeur qui m'a donné un petit coup de tête. Donc, je dis: «Est-ce qu'il y a 3, 4 personnes qui sont prêts à travailler sur quel pourrait être le format de cette réunion? OK, vous avez Mmh. besoin de combien de temps? 2 fois 2 heures ou 3 fois 2 heures? Bon, OK, rendez-vous dans un mois». Donc je reviens un mois après. Heu, ils Les 4 personnes qui s'étaient nommées, présentent comment, voilà, dit: «Bah, ce sujet-là n'a plus à être dans la réunion, puisqu'en l'occurrence, c'est une information, on va la mettre sur un Velleda à tel Mmh. endroit». Voilà, on a supprimé un certain nombre de sujets, on a organisé de cette façon-là. Je me suis tourné de nouveau vers le directeur qui a fait de nouveau un hochement de tête. Je dis: «Bah, écoutez, vous venez de proposer, bah, je vous propose de mettre en œuvre à partir de maintenant». Et quand je suis repassé 3 ans après, c'était toujours le même format de réunion nouveau qui en démarraient leur semaine. Mais c'était l'équipe qui avait décidé, c'était pas le C'est ça. directeur, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Mmh. Voilà, donc c'est d'aller vraiment jusqu'à un moment donné accepter. J'imagine que si le directeur a vraiment un truc très, très important, il prend 3 minutes Mmh. pour le Mmh. dire, voilà, même si c'est pas prévu dans le format de la réunion. Alors après, tu as soulevé un point, enfin, puisqu'on a dit, voilà, quel sujet on va traiter. C'est-à-dire qu'une réunion, elle ne doit pas démarrer s'il y a pas d'agenda et moi, ma règle, c'est de dire: «On t'invite à une réunion, tu as pas d'agenda, tu sais pas de quoi tu vas parler, tu vas pas». Tu dis non. Oui, tu parles de Parce que pas d'ordre du jour. pas d'ordre du jour, voilà et D'accord. parce que ça, malheureusement, en entreprise, enfin moi je le vois avec les managers que je forme, hein, les gens ils me disent: «Mais on n'a jamais d'agenda. On a un titre, on sait pas vraiment pourquoi on est là». Alors après on se plaint qu'on a beaucoup de réunions qui sont inefficaces parce que tu peux donner tous les rôles que tu veux, si si tu sais pas le but de la réunion, ça va beaucoup moins bien quand même. Alors ça s'est vraiment amplifié, je crois, avec la Oui. Covid, où les managers avaient été remis en cause
et je partage que moi, quand j'ai donné effectivement à mon équipe le pouvoir de décider, Mmh. bah, effectivement, moi, ça m'a déstabilisé parce que je me dis: «Mais je sers plus à rien». Et c'est petit à petit, je me suis rendu compte que, ben si je rebondis d'ailleurs sur le sujet de tout à l'heure, mon job, c'était de donner de la protection et de la permission. Donc les gens Exact. venaient me voir en me disant: «Voilà, Robert, on a envie de remettre en cause ça». Donc c'était eux qui étaient demandeurs, c'est plus moi qui leur demandais de le faire. «Est-ce que tu nous autorises à le faire?» Et moi, je disais: «Ben attendez, pour faire ça», voilà, par exemple, ils ont remis en cause, le 1er cycle de l'école d'ingénieur qui était, à base de BTS, de l'éducation nationale, et je leur ai dit: «Bah, attendez, on va remettre en cause, on va se mettre un peu en porte-à-faux de l'éducation nationale. Donc, première consigne, ça sera blackout. On va pas téléphoner tout de suite à l'inspecteur. On va expérimenter, et c'est une fois qu'on Mmh. aura expérimenté et qu'on aura vu que c'est pertinent, éventuellement, si ça se présente, on communiquera auprès des inspecteurs. Parce que si on leur communique tout de suite, ils vont dire: "Bah, attendez, qu'est-ce que c'est que ces bêtises?" Voilà. Mmh mh. Mmh. Alors qu'effectivement, quand les inspecteurs ont eu l'information 5 ans après, ils nous ont félicités en disant: «Mais c'est génial votre truc, Mmh. continuez, et est-ce que vous nous autorisez à vous faire de la publicité, dans d'autres sections de BTS?» Voilà. Mmh mh. Donc, le job aussi du patron, c'est, au lieu de diriger comme avant, c'est vraiment de donner de la protection et de la Ouais. permission à son équipe. OK. Alors tu nous as parlé d'un troisième point que tu voulais, développer aujourd'hui. Nous t'écoutons. Alors le troisième point pour moi, c'est, la force du rêve. Alors avant, quand je parlais de ce sujet, j'utilisais une phrase de Sénèque, mais en fait, en la relisant, pour préparer cette interview, je me disais: «Elle est il y a un côté négatif. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va». Or le cerveau n'entend pas le négatif, voilà. Mmh Donc, mh. pour moi, cette phrase, même si je vois bien ce qu'elle veut dire, je rentre pas dedans, et j'ai trouvé une autre phrase qui me paraît, plus intéressante et que je cite d'ailleurs dans le livre, c'est: «Pour toucher le meilleur de soi, il faut déjà se donner le temps de le rêver». Voilà, et c'est Guy Corneau qui dit ça, et qui pour moi est aussi une de mes personnes références Mmh. comme Irving Yalom. Voilà, et donc il s'agit c'est pas une question d'avoir des vœux sur, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans 10 ans, mais vraiment de donner de la place à son rêve, voilà. Heu et donc quelquefois d'ailleurs quand je viens d'animer une session d'une dizaine d'heures avec 9 personnes sur ce sujet-là, toute la semaine dernière, et je ils ont vraiment, à un moment donné, contacté des rêves qui étaient importants pour eux, qu'ils avaient mis de côté et qui leur faisaient briller les yeux, et en disant: «Mais bon sang, comment ça se fait que ce truc est si important que ça, je lui donne pas suffisamment sa Ouais. place, et comment je l'articule?» Voilà, et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, ça les a vraiment connectés à leur énergie de vie, et pour moi, la force du rêve, c'est à un moment donné, si on sait vraiment où on a envie d'aller, dans 10 ans, bah, on va effectivement construire, les choses, de manière, différente, voilà, Mmh. et Mmh. ça vraiment, ça nous ramène à notre puissance d'être d'une certaine manière. Donc je trouve, enfin, c'est quelque chose qui est très très intérieur en définitive, et voilà, moi j'ai pu constater pour les 9 personnes que j'ai accompagnées la semaine dernière que, ça les avait vraiment mis en mouvement, et que Ouais. je serais très étonné. Alors bon, le rêve, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser pile poil. Heu, je leur citais l'exemple, la personne qui m'a formé à ça, c'est Daniel Grosjean, avec qui je travaillais en supervision, et Daniel nous avait dit, alors ça devait être en 2004 ou 2005, «Il y a 10 ans, j'ai rêvé d'être, coach du président de la République». Bon, et bon, nous, on connaissait Daniel Grosjean et on connaissait Jacques Chirac, et on se disait: «À mon avis, il s'est planté parce que s'il était coach de Jacques Chirac, ça se saurait», voilà, bon, et donc il nous dit: «Je ne suis pas coach de Jacques Chirac», 10 ans plus tard, «mais je suis coach de plusieurs conseillers ou de plusieurs présidents de la République». Et moi, soudain, ça me faisait tilt, mais je savais qu'il avait coaché quelqu'un qui était proche du roi du Maroc, et Mmh. il avait coaché, alors je sais pas si c'était le premier ministre ou de Belgique,
il avait coaché là, il en avait parlé publiquement, le patron Mmh. de l'IFRI à l'époque, au moment où il y avait les problèmes de Géorgie. Donc il était quasiment, bah, il n'était pas Ouais, coach du président de la République, mais c'était pas très il loin. était pas Et loin, l'i ouais. Voilà, et l'idée, c'est qu'en fait, en l'ayant rêvé, ça l'a mis dans la bonne Mmh, énergie mmh, et aller dans la bonne direction, voilà. mmh. Ça Donc me fait penser un peu au alors je sais plus comment c'est cette expression exactement, mais tu vises, la lune pour aller dans les étoiles ou je sais pas trop quoi, donc voilà, tu lui donnes une direction et puis tu es pas loin quoi, en fait. bah, c'est ce qui s'est passé avec Mmh. Kennedy, hein, quand Kennedy a dit en 1961, dans 10 ans, nous serons sur la Lune. Il y a une chose qui était sûre, c'est qu'on serait jamais sur la Lune 10 ans plus tard. On ne savait pas faire ça. Mmh. Voilà. Mais une fois qu'il l'a dit, bon, bah, après, on dit, tiens, est-ce qu'on va y envoyer un homme, deux hommes? Allez, donc, un homme, c'est 80 kilos, 100, Mmh. 160 kilos puisqu'ils seront deux, plus tout l'arnachement qui seront dessus, ça fait 320 kilos. Puis ensuite, il y a la capsule autour, on va rajouter 500 kilos. Bon, il faut qu'on soit capable de mettre 2 tonnes en orbite à la Lune. Voilà. Mmh. Bon, est-ce qu'il y a une équipe qui peut s'occuper de ça? Voilà. Et je pense que le projet a dû être découpé en suffisamment de tranches pour que les gens travaillent en parallèle, tout en sachant que, bah oui, il y a un moment donné, ça se rencontrerait et ça s'est effectivement rencontré en Mmh. Mmh. 1969 quand on a mis le pas sur la Lune. Mmh. Mmh mh. OK, très bien. Et alors, quand on a défini ce rêve à 10 ans, après tu as un process pour le ramener à aujourd'hui, comment on actionne? Oui, alors J'imagine. j'utilise en fait donc 2 process. Le process, c'est le rêve à 10 ans et moi j'utilise beaucoup les images pour, Mmh, je décris le processus d'ailleurs dans le livre en quatrième oui. partie et je l'ai mis volontairement en quatrième partie parce que je pense que c'est bien d'avoir fait les travaux proposés en première, deuxième et ou troisième partie avant, pour, un peu déminer les choses. C'est-à-dire que si on Mmh mh. travaille déjà 70 heures par semaine, on va pas vraiment avoir le temps à consacrer pour le rêve à 10 ans. Et donc, le premier processus, c'est le rêve à 10 ans, donc on s'en va en 2033. Et le deuxième processus, c'est le temps à l'envers, c'est-à-dire qu'on va repartir de 2033 et on va dire, bon voilà, on revient en 2028. En 2028, quelles sont les choses que je peux me fixer comme ambitieuses et qui feraient qu'en 2028, ce rêve de 2033 qui paraît un peu farfelu, pourrait devenir un peu plus réaliste. Mmh. Je vais prendre un exemple concret pour moi. Moi, mon rêve à 2033, c'est de descendre les marches du Festival de Cannes avec une équipe de 4-5 personnes que je suis en train de chercher actuellement, qui seraient intéressées à partager via un film la puissance de la posture de coach en éducation ou formation. C'est comment j'enseigne les maths en arrêtant d'enseigner les maths. Mmh. J'ai oublié les maths, ce sont mes élèves qui vont avancer sur les mathématiques et moi, je vais être à côté d'eux et c'est eux qui vont découvrir et c'est eux qui vont apprendre, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien à leur transmettre. J'ai juste à vérifier qu'ils sont toujours dans la bonne piste et que s'ils ont compris comment on faisait une équation du second degré, ils vont pas retenir quelque chose de faux. Voilà, mais Mmh. c'est eux qui l'ont travaillé et qui l'ont fait. Et donc avec j'imagine en 2033 le réalisateur, voilà. Et donc si effectivement je fais le temps à l'envers, si en 2033, ben, donc on a eu une palme au Festival de Cannes, Ah ben en carrément, parce que toi tu veux descendre les ah marches bah et oui, bah avoir tant une qu'à palme. faire. Ouh là, Ah non, tant qu'à faire, tant attention! qu'à faire. Les Ça, gens top, top, les gens top. disent c'est bluffant comme film. Voilà. Et probablement que ça sera des exemples en France, en Belgique, au Canada, enfin, au Québec, dans des pays francophones, peut-être dans d'autres Mmh. pays, j'en sais rien. Donc, pour moi, si je redescends ensuite en 2028, ça veut dire qu'en 2028, il faut que j'ai déjà identifié le cinéaste et que j'ai fait, avec l'équipe avec laquelle j'aurais constitué, un scénario. Et puis qu'on aura identifié les personnes avec lesquelles qu'on va filmer. Voilà. Et donc, si après je redescends de nouveau donc le temps à l'envers, en 2023-2024, ma priorité, c'est les 3 premières marches d'escalier, bah, c'est déjà de constituer cette petite équipe. C'est donc d'identifier, et peut-être que donc j'en parle ici, puisque ça peut peut-être résonner avec un futur auditeur de ce Voilà, podcast. exactement, Donc oui. l'appel est lancé. Voilà, donc c'est déjà de constituer un premier groupe de travail, c'est déjà d'entendre qu'est-ce qui existe déjà, qui fonctionne, voilà.
D'accord, OK, très bien. Bah, c'est, un beau rêve et Voilà. puis je vois effectivement, l'étape intermédiaire. Puis après j'imagine que les personnes déclinent aussi sur les prochaines années, comment est-ce qu'ils vont, Donc une fois qu'ils ont fixé leurs ouais, ambitions à 2028, moi je leur dis: «Maintenant on vient en 2023-24. Pour atteindre 2028, il y a 30 marches à monter. Quelles sont les 3 premières marches?» OK. C'est pas grave, on ne sait pas quelles sont les 27 Mmh, marches derrière, parce qu'on mmh, a mis quelque chose de très ambitieux, mais on peut déjà monter les 3 mmh. premières marches et en montant les Next 3 step. premières marches, on va tout de suite repérer la quatrième, la Mmh, cinquième. mmh, Enfin voilà, ça va ouais. venir naturellement. Mmh, mmh, mmh. Oui, ça me fait penser un peu à ce qu'on fait dans la méthode, Getting Things Done quand on se lance dans un projet. Déjà, on va chercher la prochaine action, c'est quoi? Et puis Mmh. après, au fur et à mesure, on incrémente. Très bien. Eh bien, écoute, Robert, je te remercie beaucoup de ce d'être venu à nouveau dans mon podcast, et d'avoir, partagé ces 3 points, qui nous permettre d'un petit peu mieux découvrir ton livre et qui, je l'espère, vont permettre à nos auditeurs visionneurs d'avoir envie, hein, de l'acheter et de le lire surtout, hein. Donc je reprends ma vie en main, c'est donc aux éditions Afnor. Et donc je vous conseille tous la lecture pour pouvoir, comme l'a dit, Robert et comme on l'avait vu dans le précédent podcast, c'est pas un livre à lire, c'est un livre à agir, hein. Voilà, faut avancer et puis, il y a des petites étapes, il y a des petits exercices, on prend le temps de faire, on prend des notes et on avance petit à petit pour reprendre vraiment sa vie en main. Merci mille fois Robert, bah, peut-être que tu viendras nous reparler encore d'autres choses, hein, on ne sait jamais, Oui, alors on juste va prendre pour date. partager avec toi, la semaine dernière, quelqu'un m'a demandé de dédicacer son livre et son livre était très abîmé parce qu'elle l'avait travaillé, Bah oui. travaillé et elle Mmh, me mmh, disait, bah, c'est voilà et moi j'étais très touché de voir, voilà, qu'elle s'était vraiment approprié l'objet et que du mmh. coup elle était rentrée dedans et voilà, en discutant avec elle, j'étais assez ému de voir, toutes les avancées qu'elle avait fait. Mmh. Très Voilà, bien, bah, écoute, bravo. merci pour Merci l'invitation. encore. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. N'hésitez pas à partager, cet épisode. Les notes, hein, se trouvent sur, le blog productiveyou.com dans la catégorie podcast. Donc vous pouvez aller les relire pour voir ce que l'on s'est dit. Vous pouvez aussi partager donc l'épisode avec des personnes qui pourraient être intéressées. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, que ce soit sur YouTube ou bien sur votre plateforme de podcast préférée, je vous suggère de vous abonner à la chaîne, d'activer, les notifications afin d'être, tenu informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Merci à tous, merci Robert, très bonne semaine et à bientôt. Bye Merci bye. Priscille. Bye bye.